Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, il y a quelques temps, même pas il y a quelques temps, il y a 24 heures, j'ai fait une analyse sur Albioma. D'accord, Albioma ici, et dans mon analyse, j'ai mentionné ceci, que l'entreprise, la valorisation se situe aux alentours de 20 euros l'action, si on prend en considération la croissance, et 9 euros l'action si on ne prend pas en considération la croissance. Alors, si vous regardez bien, si vous avez des informations présentement, vous allez vous rendre compte que Albioma doit se faire racheter normalement par le cabinet, pas le cabinet, mais le fonds d'investissement KKR, d'accord? Donc, KKR a proposé à peu près 50,81 euros par action, plus un dividende, je pense bien quelque chose comme ça. Donc, ici, je valorise l'entreprise avec une croissance à 20 euros et un fonds d'investissement propose 50 euros. Donc, tout ce que je suis en train de raconter ici, c'est de la merde. C'est bien ça. Est-ce que je me suis trompé dans mon analyse? Alors, je vais vous laisser décider de vous-même. Mais on va rentrer dans les éléments ici, d'accord? Si vous écoutez la vidéo, j'ai dit ceci, d'accord? L'entreprise ici vaut 20 euros. En prenant en considération les marges actuelles, d'accord? Les marges actuelles, 10% de free cash flow, et une croissance des revenus de 5% au moins sur les 5 prochaines années, un PER de 20, un nombre d'actions avec 31 actions ou bien 31 actions, c'est comme vous, 31 millions d'actions si vous voulez, et une dette nette, enfin pas 31 millions, c'est exactement ça, c'est 31 millions d'actions, et une dette nette ici aux alentours de 863 millions d'euros. Ok? Ça, ce sont les éléments que j'ai présentés pour faire mon analyse. Et dans mon analyse, j'ai mentionné ceci. Les marges pourraient être tout à fait différentes. Première chose. Deuxièmement, la croissance, c'est 5% parce que je veux me protéger au maximum. Ici, je normalise la croissance. Actuellement, on a une croissance de 13% par rapport à l'année précédente, 10% par rapport aux 3 dernières années et 9% sur les 5 dernières années. Donc, on a une croissance plus élevée. Mais moi, j'ai pris une croissance de 5% parce que je veux me protéger. Je vais sur le postulat que la première chose que je regarde ici, ce sont les états financiers. Quand je regarde les états financiers, je ne vais pas me dire qu'ok, l'année prochaine ou bien dans les 5 prochaines années, on aura 13% de croissance. Non, on a au moins la possibilité d'avoir une croissance de 5%, parce que c'est ce qu'on a présentement dans la moyenne sur les 10 dernières années. Donc, c'est cette croissance-là que je prends. Mais cette croissance, ça ne vaut rien si je ne rentre pas dans les rapports financiers. D'où l'importance de lire les rapports financiers. Et vous allez voir que c'est très, 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 très important. Donc, ici, je décide, je fais mon analyse, je dis qu'ok, Albioma vaut 20 euros ici. Donc, je reçois un commentaire ici, très salé, d'une personne qui me dit que tout ce que je viens de faire ne vaut rien du tout parce que l'entreprise va se faire racheter. Donc, techniquement, j'ai totalement tort. Et je pense qu'il s'est même désabonné et je pense que son commentaire également a disparu, malheureusement. Donc, ce qui m'a valu ici un -1 par rapport à la vidéo. OK. On va rentrer dans les rapports financiers ici. Moi, ce que j'aime ici dans l'analyse financière, ce que j'adore en fait, c'est de lire les rapports financiers. Moi, j'aime ça. Parce que je sais une chose, c'est qu'en restant juste sur les états financiers, vous êtes aveugle. Vous le voyez avec un seul œil. Pour voir avec les deux, il faut lire les rapports financiers. Parce que dans les rapports financiers, on va vous dire que la croissance ici prévue entre telle année et telle année, c'est peut-être 20%. Parce que, voilà, on va se développer dans telle région, on a déjà fait tel genre d'investissement. On ne va pas vous l'écrire sur les états financiers. Parce que les états financiers présentent la situation financière d'une entreprise à un moment X. D'accord? Donc, ça vous donne l'information par rapport à comment est-ce que l'entreprise s'est comportée dans le passé, mais ça ne vous dit pas comment est-ce que l'entreprise va se comporter dans le futur. On se base sur les éléments passés pour se dire qu'ok, il y a de bonnes chances, donc en termes de probabilité, qu'elle se comporte bien dans le futur. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si une entreprise a l'habitude d'avoir à peu près 10% de marge de croissance sur les 10 dernières années, et que présentement, vous constatez que la croissance ici, sur les 5 dernières années, est de 3%, sur les 3 dernières années est de disons, 2%, vous allez vous dire qu'attends, il y a de fortes chances que la croissance décélère dans le futur. D'accord? Donc, est-ce que je vais prendre 10% en termes de croissance moyenne sur les 5 prochaines années? Je dirais que non. Mais également, je dois justifier pourquoi est-ce que la croissance diminue. Donc, quand bien même je prendrais une croissance de 5%, je dois aller justifier cela dans les rapports financiers. Et vous voyez mon volume de publication de vidéos ici. Je n'ai pas le temps d'aller lire tous les rapports financiers point par point. Ce n'est pas mon travail. Ça, c'est votre travail. Mon travail ici est de regarder les rapports financiers, les états financiers, de vous dire qu'ok, par rapport à X ou Y, je pense que voilà ce qu'on pourrait estimer par rapport à la valeur. D'accord? Mais attention, si ça vous intéresse, allez-y plus loin, allez creuser. Par exemple, je peux vous dire que cette entreprise ne vaut pas la peine parce que les états financiers sont juste dégueulasses à voir.
D'accord? Et pour ceux qui s'entêtent, le mieux, c'est toujours d'aller lire les rapports financiers. Donc, quand moi je lis les rapports financiers, c'est ce que j'aime quand on rachète une entreprise, c'est que vous avez plus d'informations possibles. Alors, sur le site de Albioma, il y a un document ici, projet de notes en réponse. Donc, je l'ai trouvé sur le site. Quand vous allez sur le site, il y a une grosse bannière comme ça, vous cliquez dessus, offre publique d'achat de KKR, vous allez dessus. D'accord? Et ça va vous permettre de comprendre également la valorisation sur les autres entreprises. Parce que j'ai également évalué Neoen et ça pourrait changer beaucoup de choses dans Neoen. D'accord? Neoen, j'avais dit que ce n'est pas une opportunité d'investissement également en se basant sur les états financiers. Mais ça pourrait changer beaucoup de choses sur Neoen également. OK. Vous cliquez sur ce document-ci, celui qui date du 30 du mois de mai, et vous arrivez sur cette page. Enfin, pas sur cette page, c'est 194 pages. Déjà, si vous avez peur de lire, s'il vous plaît, allez acheter des ETF. Parce que si vous êtes un investisseur et si vous choisissez de faire du stock picking, vous devez lire. C'est pour ça que les gens perdent en bourse, parce qu'ils ne lisent pas. Ceux qui font du stock picking perdent parce qu'ils ne lisent pas les rapports financiers. Ils se limitent aux nouvelles. Si vous lisez les rapports financiers, vous aurez plus d'informations que celui qui se limite uniquement aux nouvelles. D'accord? Donc, quand je rentre dans les rapports financiers, j'ai la documentation. Pourquoi est-ce que KKR a payé 50,84 €? Ça, c'est en prenant en considération le dividende. Donc, c'est 50 € plus un dividende de 84 centimes d'euros. D'accord? Donc, pourquoi ils ont payé 50,84 €? Pourquoi? Il y a tous ces ensembles d'éléments qui apparaissent. Alors, ce que je peux constater ici en premier, je vais vous montrer mon modèle ici. Moi, j'ai pris en considération ici une entreprise avec 10% de free cash flow, un revenu de 573 millions, 5% de marge bénéficiaire, un PER de 20, 31 millions d'actions et 863 millions en termes de dette nette. OK? Donc, la première chose que j'apprends quand je lis les rapports financiers, quand je lis la documentation, qu'est-ce que KKR pense? Entre 2022 et 2026, cette entreprise y prévoit une croissance à peu près de 7%. Première chose. Deuxièmement, dans cette croissance de 5%, ils vont dépenser en capital 1 milliard 100 millions. D'accord? 1 milliard 100 millions, ça c'est la dépense en capital. Et je vous ai toujours dit qu'il y a deux types de dépenses en capital. Il y a la dépense en capital pour la maintenance, celle qu'on est obligé de faire pour pouvoir au moins maintenir le même niveau de production en termes d'électricité, si on prend le cas de cette entreprise-ci. Et il y a la dépense en capital de croissance, celle qui nous permet de générer plus de revenus. D'accord? Par exemple, si on construit notre centrale à solaire, par exemple, d'accord? Ça génère plus de revenus. Mais si on maintient juste les infrastructures actuelles, on va dépenser moins d'argent. D'accord? Donc, dans cette dépense-ci, vous avez, d'accord, ici, 900 millions pour la dépense en capital, pour la dépense de croissance. D'accord? Donc, on va appeler ça DC. Donc, 900 millions pour la dépense de croissance, à peu près ici, et 200 millions pour la dépense de maintenance. Et ça, c'est sur 5 ans. Donc, entre 2022 et 2026. D'accord? C'est-à-dire que sur 5 ans, la dépense de maintenance, qui est la plus importante, parce qu'à un moment donné, quand l'entreprise a cessé d'investir pour la croissance, elle fait uniquement de la maintenance. Donc, normalement, sur les 5 prochaines années, elle va dépenser en moyenne 40 millions pour la dépense en maintenance. 40 millions. Comment est-ce que j'arrive à 40 millions? 200 millions divisé par 5. Vous voulez savoir combien est-ce qu'elle dépense aujourd'hui en termes de dépenses en capital? Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que je vous le mentionne? Regardez ceci. Nous avons ici 87 millions en termes de dépréciation et amortissement. Elle dépense à peu près 163 millions pour la dépense en capital. Et dans ce 163 millions, normalement, la dépense pour la maintenance est uniquement de 40 millions. Donc, si la dépense pour la maintenance est minimum de 40 millions, donc elle est obligée au moins de dépenser 40 millions. Donc, le reste ici, c'est la dépense de croissance. Donc, normalement, ça impacte mes free cash flow. D'accord? Ce qui veut dire que les free cash flow ici, c'est normalement, ici, vous allez voir que c'est le calcul est légèrement de 5, on va se dire bénéfice net plus, d'accord, dépréciation et amortissement, moins dépenses en maintenance, ou on appelle généralement CAPEX. Et quand dans Capital Expenditure, vous devez faire la différence pour la dépense en capital. Donc, je répète, free cash flow égale, ici, net income, donc bénéfice net, plus, d'accord, plus ici, dépréciation et amortissement,
D'accord? Attention, il y a également d'autres modifications ici, comme voilà, les dépenses en fonds de roulement, ce genre de choses-là, les taxes et tout. Non. Mais le calcul réel, c'est ça. D'accord? Moins le capital expenditure. Donc, dépenses en capital. Donc, CAPEX de maintenance. Ça, c'est le minimum. D'accord? Ça, c'est le minimum. Maintenance. J'allais écrire maintenant. Donc, maintenance, on va le mettre comme ça. OK? Donc, ici, nous avons une entreprise, 10% de 573 millions. C'est le montant que j'avais pris ici. Donc, 10%, c'est le revenu que j'avais pris ici pour l'entreprise. D'accord? 10% de ce montant-là, ça donnait à peu près 57 millions. D'accord? 57 millions d'euros. Donc, on va faire ici 57 millions d'euros. Plus 87 millions qui est la dépréciation et amortissement. 87 millions ici, vous le voyez là, à ce niveau-ci. D'accord? 2021 toujours. D'accord? Moins la dépense en capital de maintenance, qui est de 40 millions. Et vous ne pouvez pas avoir la dépense en capital de maintenance en lisant les rapports, en lisant les états financiers. Il faut lire les rapports financiers. Vous devez aller lire les rapports financiers pour voir la différence dans le CAPEX. D'où l'importance de lire les rapports financiers. Donc, moins 40 millions ici. Ça me donne ici, en termes de revenus, ici, en termes de différence, à peu près, on va le faire ici avec notre calculatrice. Soyez très attentifs parce que là, c'est clairement un cours et ça va vous servir directement pour vos investissements dans les énergies renouvelables dans le futur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va dire ici aujourd'hui. 57 plus 87 moins 40, ça vous donne combien? 104 millions. 104 millions. Donc, normalement, si on fait juste de la maintenance, la dépense de maintenance, en date d'aujourd'hui, d'accord, en date d'aujourd'hui, ça fait 104 millions de free cash flow. Et quand vous prenez 104 millions, d'accord, je vais juste le redescendre ici, excusez-moi. Quand vous prenez 104 millions divisé par 573 millions, 573,3, qui est le revenu de 2021, pas le revenu actuel, ça vous donne une marge de 18%. Donc, vous constatez déjà que moi, dans mon estimation, j'ai pris des marges de combien? J'ai pris des marges de free cash flow de 10%. On est déjà à plus de 50, on est déjà à plus de 100, enfin même pas 50, c'est 80% en supplément. 80% en supplément. Donc ça change drastiquement une valorisation. Drastiquement. Et ces informations, si vous ne pouvez pas les avoir, si vous ne lisez pas les rapports financiers. D'accord? Donc quand je prends cette information-là, je la mets ici. Maintenant, je sais que j'ai 18% en termes de free cash flow. Bon, on va juste le laisser comme ça parce que je n'aurai pas besoin de ce pourcent. Bon, je peux également le mettre ici. 18%, 18,14. On va le mettre comme ça. 18,14. D'accord? Donc, ça, c'est la première information. Ça, ce sont les deux premières informations. Premièrement, j'ai la dépense en maintenance, le CAPEX de maintenance. D'accord? Deuxièmement, j'ai le véritable free cash flow. Et troisièmement, parce qu'il y a une troisième, j'avais même oublié celui-là, j'ai la croissance. 7%. Et s'il vous plaît, toutes ces informations que je vous donne présentement sont dans ce document-ci. Et ce document-ci est à télécharger et à garder de côté. Pourquoi? Parce que ici, quand une entreprise fait l'acquisition d'une autre entreprise, d'une entreprise qui exerce dans un secteur en particulier, elle vous donne les informations concernant les anciennes transactions dans le même secteur. D'accord? D'où l'importance de garder ce document, de le lire, de le comprendre, afin de pouvoir avoir les outils nécessaires pour analyser une compagnie comme Neoen. D'accord? Donc, on continue. Après avoir pris ces éléments-ci, je me rends compte d'une chose. Maintenant, au niveau de la dette nette ajustée, ici, ils prennent en considération 985 millions pour la dette nette. D'accord? 985 millions pour la dette nette. Ils ont également donné le calcul par rapport à cette dette nette-là. Donc, ils ont mis d'autres éléments comme voilà, les loyers, les affaires comme ça. Donc, ils ont pris 985 millions. Même la dette nette, ça ne change pas grand-chose en réalité. Mais ils ont pris 985 millions. Nous, on avait pris 800 et poussière. Je pense que c'était ici, dans notre calcul ici, donc celui que j'ai à ce niveau-ci, on était à 863. Donc, par rapport à celui qu'on a présentement ici, on va se dire qu'on a 120 millions. 120 millions, quand même, ça modifie quand même de 4 dollars en supplément par rapport à la valorisation. Donc, si on avait pris le 985 ici, on aurait sous-évalué encore de 4 euros l'action. Donc, je prends 985 ici. Donc, de toute façon, c'est correct. OK, le nombre d'actions ici, c'est 33 millions. Ça, c'est ce qu'ils mentionnent ici. Ça, c'est ce qu'ils mentionnent dans leur document ici. Ils vous mettent 33 millions. Nous, ici, on avait vérifié sur Yahoo Finance, d'où l'importance d'avoir plus de relis sur plusieurs documents. Normalement, ici, on avait vérifié, on était à combien? 32, 14 ici, donc on était aux alentours de 32, 14, 31 par là. Donc,
33 millions, ça ne change pas grand-chose. C'est pas ça qui va changer le calcul. 33 millions. OK? On a ce deuxième élément-là. Donc, on a notre PER moyen ici. Eux, ils ont pris 18,3. 18,3 parce qu'ils ont pris avec un taux d'actualisation de 5,3%. Donc, si vous prenez ici 100 divisé par 5,3, ça vous donne à peu près ici 18,86. D'accord? Donc, nous, on avait pris 20 fois les bénéfices. D'accord? Donc, eux, ils ont pris 18,86. Moi, j'ai pris 20 fois les bénéfices. D'accord? C'est pas une grosse différence. Mais ça a son importance. On les met là. La croissance ici, ils ont mis 7%. Et le revenu actuel, c'était 583. 573, excusez-moi. 573,3. OK? Donc, on a le dividende ici, ça ne sera pas important. On a tous ces éléments-là. Donc, quand eux, ils calculent, ils prennent par rapport à la valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc, ils ont fait la valorisation par rapport à l'EBITDA. Donc, ils ont payé 12,7 fois les EBITDA actuels, qui sont de 210 millions. D'accord? Moi, j'ai utilisé les PER. Ça ne change pas grand-chose. Le plus important ici, c'est que, 1, on a les free cash flow réels, parce qu'on a pu recouper les free cash flow. La croissance, ça, c'est la croissance attendue, le 7%. D'accord? Le PER, j'ai le PER que eux, ils ont choisi et le PER que moi, j'ai choisi. Voilà ce que ça va nous donner ici en termes de chiffres. Je vais le faire d'abord, la première ici, valorisation, sans prendre en considération la croissance. Donc, c'est 573,3 multiplié par 18,14. Donc, 18,14 ici. Ça me donne à peu près 104 millions, comme on avait trouvé ici. Donc, 104 millions ici. Multiplié par 20 fois les bénéfices, d'accord, moins la dette nette de 985, moins 985, d'accord, ça donne 1,95 milliard. Divisé par 33 millions d'actions, on obtient 33 € l'action. Donc, vous voyez que en faisant uniquement, en ajoutant, parce que c'est la seule chose que j'ai modifiée ici, en ajoutant le véritable free cash flow, on a une différence par rapport au premier calcul qui était ici. J'étais à 10 €. Présentement, ça nous donne une valorisation aux alentours de 33 €. Donc, près de 3 fois ce qu'on avait estimé précédemment. Juste parce que les free cash flow ont augmenté. D'accord? Donc, ça fait 33 € ici. Donc, ici, on va le mettre ici, sans croissance, 2 points ici, ça fait 33 €. 33 €. D'accord? Maintenant, avec la croissance, on a fait 773,3 multiplié par 1,07 exposant 5, au moins sur les 5 prochaines années, 2022 à 2026, ça donne 804 millions d'euros. 18,14% de ce montant-ci, 18,14, ça donne combien? 145. Donc, je vais mettre 146 millions d'euros ici. 146 millions d'euros. D'accord? Avec la croissance. Maintenant, fois 20 fois les bénéfices. Fois 20 fois les bénéfices. D'accord? Ça donne ici 2,920 milliards. D'accord? Moins 985 millions d'euros pour la dette nette. Ça donne ici 1,935 milliard divisé par 33 millions d'actions. Ça donne à peu près 58 € l'action. Donc, j'aurais trouvé 58 € l'action en faisant ce calcul-ci directement. D'accord? Ça, c'est ce que j'aurais trouvé si j'avais pris en considération la marge des free cash flow ainsi que la croissance de 7% par rapport aux revenus. 58 millions d'euros. Donc, à peu près la marge, la fourchette supérieure par rapport à ce qu'ils ont proposé. Mais si j'avais pris 18 fois les bénéfices, donc 18,14, excusez-moi, si j'avais pris 18,86 fois les bénéfices, qu'est-ce que ça m'aurait donné? Donc, ici, je prends d'abord la croissance ici, 1,07, exposant 5, d'accord, multiplié par le revenu, 573,3, d'accord, fois 0,1814, d'accord, ça me donne ici 145, donc on va dire ici 146 millions d'euros, comme on avait dit tout à l'heure, multiplié par 18,86, ou bien je peux encore faire ici, divisé par 0,53, qui est le taux d'actualisation,
donc le rendement attendu. Donc ça revient également au PER. Ça donne ici 2754 moins la dette nette de 985 millions. Ça donne ici 1769 divisé par le nombre d'actions, 33 millions d'actions, 33 millions. Ça donne ici à peu près 53,62 €. D'accord? Donc, si j'avais pris en considération leur PER, je serais tombé à 53,82 €. Si j'avais pris en considération mon PER, je serais tombé à 58 €. D'accord? Donc, maintenant, est-ce que ça veut dire que ici, ils ont payé combien? Ils ont payé 50,84 €. 50,84 €. Leur but n'est pas de payer la juste valeur, c'est de payer en dessous de la juste valeur. Donc, à la fin de la journée, si j'avais pris en considération tous les éléments qui ont été pris en considération, comme par exemple le free cash flow et la croissance des revenus, notre conclusion aurait été totalement différente. Et ces éléments-là se trouvent uniquement dans les rapports financiers. Les états financiers ici me permettent déjà de savoir que, premièrement, on a une entreprise qui a une valorisation, qui a à peu près des marges assez élevées, d'accord? Une croissance. Est-ce qu'elle s'autofinance ou elle a la capacité de s'autofinancer, mais elle ne le fait pas présentement parce que quand vous allez voir ici Albioma, donc Abio, ici, elle ne s'autofinance pas, mais elle vous paye un dividende. Mais qu'est-ce qui se passe donc dans ce genre de compagnie ici? Pourquoi est-ce qu'une compagnie qui a besoin de financement paye un dividende? Et le dividende, c'était un problème pour moi. Je disais que je ne veux pas qu'elle paye un dividende parce qu'elle devrait garder tout cet argent pour générer uniquement un peu plus de croissance. Mais semble-t-il que le management ici, donc en lisant les rapports financiers, ils ont un objectif de marge plus élevé. Même si les marges actuelles sont de 10%, l'objectif de marge est bien plus élevé que présenté en date d'aujourd'hui. Et c'est tout à fait visible également quand vous pouvez voir que en regardant excusez-moi, c'est Albioma que je voulais prendre, pas Biomed, Albioma. Donc, je vais mettre ici Albioma. Voilà, on va le mettre là. Parfait, on a le bon calcul. Voilà. Donc ici, quand vous prenez en considération les marges ici, vous constatez que ces marges-là sont aux alentours de 10%. Mais si ces marges-là ne prennent pas en considération, si ces marges-là ne reflètent pas la rentabilité réelle de l'entreprise, vous allez voir qu'on va se tromper par rapport à la valorisation de cette compagnie-ci. C'est pour ça que je dis toujours, lisez les rapports financiers. C'est important quand bien même on décide que l'entreprise est sous-évaluée par rapport aux marges actuelles, par rapport à la croissance des revenus, etc. Ce sont des informations à confirmer en lisant les rapports financiers. Donc ici, dans cette entreprise-ci, on se rend compte que nous avons la possibilité d'augmenter les marges. Ces marges-là sont même déjà à un certain niveau, sauf que la dépense en capital cache les véritables marges de l'entreprise. Parce que ça, c'est une dépense en capital de croissance essentiellement. Donc ici, en mettant à jour tous ces éléments-là, en mettant la dépense en capital de maintenance, on a la véritable rentabilité de l'entreprise qui se retrouve à 18 €. Donc, quand on a, excusez-moi, à 18%. Et quand on arrive à ce 18%-là maintenant et qu'on calcule la réalité, la valeur de l'entreprise sans prendre en considération la croissance, on tombe à 33 €. D'accord? Au lieu de 10 € comme précédemment. Et quand on prend en considération la croissance, au lieu de 7%, au lieu de 5%, on a 7% présentement, plus les marges actuelles. En prenant en considération le PER, on tombe à 58 €. D'accord? Et quand vous prenez en considération les PER qu'eux, ils ont utilisés, on tombe à 53 €. Ils ont payé 50 € par là. Donc, que ce soit 53, que ce soit entre 50 et 58, à la fin de la journée, on est dans cet intervalle de valeur. Parce que la valeur d'une entreprise, ce n'est pas un chiffre exact. C'est un intervalle de valeur. D'accord? C'est pour ça que quand vous allez lire ce document, ils utilisent 3 méthodes différentes pour évaluer l'entreprise. Le dividend discount model, le DCF et le multiple qu'ils utilisent jamais ils ont fait avec la valeur d'entreprise chez EBITDA. Donc ici, en réalité, nous aurons également pu arriver à cette conclusion. Et c'est pour ça que j'ai mentionné dans la vidéo que si les marges sont totalement différentes, d'accord, si la croissance est totalement différente, on peut avoir une valorisation totalement différente. Donc, lisez les rapports financiers. Ne prenez jamais une décision d'investissement en vous limitant uniquement aux états financiers. Ça vaut également pour une entreprise qui vous plaît. Si selon les états financiers, c'est sous-évalué, c'est de l'information, premièrement. Maintenant, il faut recouper toutes ces informations-là en lisant les rapports financiers. Une croissance des revenus de 50% n'a aucun sens si vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'il y a la croissance de 50%. Parce que la véritable question est de savoir, est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est durable? Est-ce que les marges sont durables?
Est-ce qu'il y a une possibilité que ces marges-là augmentent? Si j'évalue une entreprise avec 10% de marge et que je me rends compte que l'entreprise est sous-évaluée, si les marges augmentent dans le futur, tant mieux pour moi, c'est tout bénef. Mais si je fais l'erreur de prendre des marges de 10% alors que les véritables marges sont de 5%, c'est une erreur monumentale. D'accord? C'est pour ça que j'ai toujours dit, je considère la stabilité ou la croissance en termes de revenus et la stabilité des marges. Je dis bien la stabilité des marges. Je ne veux pas avoir précisément raison, mais le moins de tort possible. Donc ici, si je m'étais limité aux états financiers, je n'aurais jamais acheté Albioma. Le pire qui puisse arriver, c'est que je ne gagne pas d'argent dessus. D'accord? Le pire qui puisse arriver, c'est que je n'aurais pas gagné de l'argent dessus. Et ce n'est pas grave. Soit à la fin de la journée, parce que c'est une question d'accumulation de connaissances. Quand je vois qu'une entreprise paye 50 euros sur une entreprise que moi j'ai évaluée à 20 euros sans lire les rapports financiers, je m'interroge. Je vais regarder qu'est-ce qu'eux ils ont pris en considération. Et quand je regarde ce qu'ils ont pris en considération, je dis, ah, attention, si j'avais lu les rapports financiers, je serais peut-être tombé sur le 18% de free cash flow. D'accord? Je serais peut-être tombé également sur la dépense en capital de maintenance. D'accord? Donc, tous ces éléments-là sont importants pour la valorisation d'une entreprise. Maintenant, si on transpose cela à une entreprise comme Neoen, vous allez voir que Neoen également peut rester, pour éviter de faire la même erreur entre parenthèses par rapport à Neoen, vous devez absolument prendre en considération la valorisation d'Albioma ici pour pouvoir évaluer Neoen. Si vous l'évaluez par rapport au multiple, vous allez dire que, selon les EBITDA actuels, donc je vais juste prendre Neoen ici, donc on va prendre Neoen. Admettons que quelqu'un veut payer la même, on a un investisseur qui serait prêt à payer à peu près le même prix par rapport à Neoen ici, enfin le même multiple ici. Donc on va regarder, si on va regarder, donc 12,7 fois les EBITDA. Donc quand on va ici au niveau des cash flows, les EBITDA ici sont à peu près aux alentours de combien? On a 254 millions. D'accord, bon, on va le prendre 254 millions ici. Donc, on prend 254 multiplié par 12,7. D'accord. Admettons ici qu'on a une croissance de 10% sur les 5 prochaines années, parce que je pense que c'est ça qu'on avait présentement. Donc, ça revient ici à multiplier par 1,6. Donc, encore une fois, il faut aller regarder est-ce que la croissance ne sera pas supérieure à 10% ou inférieure à 10%. Donc, ça revient à 5 milliards 161 moins la dette nette ici, donc la dette nette actuelle, en sous-entendant que cette dette-là ne va pas bouger, de 1 milliard 975, donc moins 1 milliard 975 ici, d'accord, divisé par le nombre d'actions. Donc, le nombre d'actions ici aujourd'hui qu'on a, c'est 107 millions. Donc, quand on divise par 1,07, à la fin de la journée, on tombe à 30 euros de valorisation. Attention, ça c'est à la volée. D'accord? Parce qu'on aime la précision. Donc, quand vous allez lire les rapports financiers, vous allez interroger non seulement si les marges pourraient être plus élevées, d'accord? Vous allez également regarder la croissance en elle-même, elle sera de combien? Donc, parce que sur Neoen, on était tombé sur un prix totalement plus bas que ça. D'accord? Mais, je vous avais dit ceci, restez à l'écart d'une compagnie qui ne s'autofinance pas. Ce n'est pas parce que si la compagnie ne s'autofinance pas, il faut aller regarder pourquoi. Donc, quand vous regardez, avant même de l'acheter, ne vous basez pas uniquement sur la perception de valeur. Allez-y, regardez maintenant la dépense en capital. Elle est due à quoi? Est-ce que c'est le capital expenditure de maintenance ou bien de croissance? Je pense également que sur Neoen, c'est également un mix des deux. Donc, si vous devez apprécier Neoen par rapport à ce qui est présenté ici aujourd'hui, peut-être que vous allez prendre la dépense en capital de maintenance et essayer de l'évaluer. Donc, c'est-à-dire que dans un environnement normal, si la dépense en capital de croissance diminue, ou tombe à zéro totalement, voilà les free cash flow qu'on pourrait avoir. Mais n'oubliez pas une chose, entre le moment où vous estimez cela, le moment où ça va arriver, la dette va augmenter, le nombre d'actions va également augmenter. Parce que si elle n'arrive pas à s'autofinancer, elle va émettre de nouvelles actions. D'accord? Elle va émettre également une nouvelle, comment on appelle ça? Elle va émettre également de la dette. D'accord? Et ce qui va changer également la valorisation. C'est pour ça que j'ai toujours préconisé d'investir uniquement dans des compagnies qui s'autofinancent uniquement parce qu'on évite premièrement une compagnie qui émet énormément d'actions, parce que ça c'est imprévisible. Et également, on évite une compagnie qui va émettre de la dette parce qu'elle veut relancer la croissance. Donc, pour éviter cela, je me mets à l'extérieur parce que c'est déjà bien assez compliqué d'évaluer une entreprise en prenant en considération en prenant en considération la stabilité des marges. D'accord? Donc, quand vous allez lire ce document-ci, vous allez tomber sur ces éléments-ci, par exemple. Vous allez vous rendre compte que, en fait,
La raison pour laquelle ces entreprises sont très très prisées, c'est parce que les marges pourraient être très élevées. Les marges pourraient être très très élevées dans le futur. Donc ici, ils ont pris par exemple des entreprises en termes de, voilà, pour pouvoir comparer, la valorisation ici. Ils ont pris certaines entreprises qui exercent dans le même secteur d'activité. Donc vous allez voir ici, vous avez Boralex, Encavix, Inergex, Neoen, etc. Donc moi je prends par exemple une entreprise comme Inergex, d'accord, qui est une entreprise canadienne. Donc quand je prends Inergex, donc, je pense que c'est Inergex ici. Donc, c'est sur le TSX. Donc, je pense énergie renouvelable également. Donc, on va regarder Inergex ici. Vous vous rendez compte que Inergex a à peu près des marges au niveau des marges d'EBITDA aux environs de 70% par là. 70% en termes de marge d'EBITDA. 70. Et laissez-moi vous dire qu'une entreprise qui a 70% en termes de marge d'EBITDA a la capacité de générer au moins 20% de marge de free cash flow. Et dans le cas, par exemple, d'Albioma, KKR prévoit que Albioma a la capacité, par rapport à ses EBITDA, de générer au moins 40% de free cash flow par rapport à la valeur de ses EBITDA. Par rapport à la valeur de ses EBITDA. Donc, avec 210 millions d'EBITDA, ils peuvent générer au moins 84 millions de free cash flow. D'accord? Donc, 40% de 210 millions, c'est 84 millions. Donc, avec 210 millions d'EBITDA, ils peuvent générer à peu près 84 millions. D'accord? Donc, si on prend par exemple cette entreprise qui a 340 millions en termes d'EBITDA, si elle peut générer à peu près la même chose de 40%, ça fait 136 millions. Donc, si vous prenez Neoen, vous allez voir que Neoen également, je pense que Neoen, on a également des free cash flow. Donc, ça, c'est une estimation, ce n'est pas quelque chose de précis. Donc, à la fin de la journée, toutes les entreprises n'exercent pas sur le même territoire. Elles peuvent avoir certaines différences, mais ça vous donne une information en général ici. Donc, ici, vous pouvez voir que le ratio est à peu près de 75%. Donc, on prend 75%. Quand on prend ici 75% quand on prend ici 40% de 290 millions, d'accord, ici. Donc, quand on prend 40%, ça vous donne des free cash flow à peu près de 116 millions. D'accord? Ça, c'est une estimation. Et si vous voulez également l'évaluer d'une autre façon, vous pouvez juste prendre le multiple par rapport aux EBITDA ici. D'accord? La médiane est de, voilà, ici, c'est 13,4 par rapport à 2023. Par rapport à 2022, c'est 14,6. Donc, ça, c'est la médiane, bien sûr. D'accord? Donc, ça, c'est pour les énergies renouvelables uniquement. Pour les énergies mixtes, c'est ça. Et quand on fait le mix des deux, ça vous donne à peu près quelque chose qui tombe aux alentours de 10 à 12 par là. Donc, vous avez, vous avez ici l'intervalle minimum, vous avez ici l'intervalle maximum ici. Donc, ça peut également vous aider à estimer ces entreprises. Mais moi, je dis toujours une chose. Les médianes, les multiples d'EBITDA ont tendance également à fluctuer dépendamment de l'attractivité du marché. Par exemple, si les compagnies d'énergie renouvelable sont attractives, d'accord, on va les payer à des multiples très, 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 très élevés. Si elles ne sont plus attractives, les multiples vont également diminuer. C'est pour ça que je recherche toujours des multiples, au moins la marge, la moyenne des multiples dans le temps. Ici, c'est la moyenne des multiples sur une année. Ce n'est pas important pour moi. D'accord? La moyenne des multiples sur une année. Ici, vous avez des entreprises, par exemple, qui ont des multiples moins élevés, qui exercent dans les secteurs d'activité d'énergie mixte. Donc, c'est-à-dire qu'ils produisent, par exemple, du nucléaire et en même temps de l'énergie renouvelable. Donc, le mix des deux fait qu'ils ont des EBITDA moins élevés, parce que leur dépense en capital est légèrement plus élevée. Donc, ici, faites très, très attention par rapport aux multiples. D'où l'importance de lire les rapports financiers et de se documenter par rapport aux entreprises. Donc, également, Voltalia également pourrait rentrer dans le même processus d'analyse. Donc, Voltalia également, vous pouvez faire à peu près, essayer de retrouver la véritable valeur de Voltalia en passant à peu près par ce qu'on a dit sur Albioma ici. Donc, il faut absolument lire les rapports financiers. La valorisation d'une entreprise n'a aucune importance si vous ne prenez pas en considération les deux aspects, le quantitatif et le qualitatif. Comme je l'ai toujours dit, quantitatif, c'est présenter des chiffres, qualitatif, c'est faire parler les chiffres. Sur Albioma, on a présenté des chiffres en se basant sur des éléments passés, en sous-entendant qu'on peut au moins avoir la même chose dans le futur. Si on a plus que ça, tant mieux, comme c'est le cas ici. Comme je vous le disais, le pire qui pourrait arriver, c'est que je ne paye pas Albioma. D'accord? Je ne vais pas perdre de l'argent parce que je n'ai pas acheté une entreprise. D'accord? Je vais perdre, par exemple, je ne sais même pas une perte en tant que telle. Une fois que je me rends compte que quelqu'un d'autre paye 50 €, ça doit piquer
mon intérêt. Donc, quand je vais bien fouiller les rapports financiers ou bien quand je regarde pourquoi est-ce qu'il paye ce montant-là, je me rends compte que ce genre d'entreprise-ci a tendance à avoir un CAPEX plus élevé que son CAPEX de base. Ce qui veut dire que les prochaines entreprises que je vais peut-être analyser dans ce segment d'activité, dans ce secteur d'activité, je dois prendre en considération le fait que le CAPEX, le capital expenditure est peut-être différent de ce qui se fait normalement. Donc, j'ai été assez long dans cette vidéo aussi, c'est parce qu'à la fin de la journée, voilà, j'aime la critique, d'accord, mais également, j'aime la critique avec des faits, d'accord, et quand je me trompe, je dois également vous avouer que je me trompe et quand je présente des informations, je dois également vous dire pourquoi est-ce que je les ai présentées. C'est pour ça que quand on fait une chaîne où on va se baser uniquement sur l'évaluation, je sais pertinemment que les chiffres, c'est 50% du travail. Et à chaque fois que je prends un chiffre, je vous explique pourquoi est-ce que je le prends. Ça ne veut pas dire que si vous prenez deux personnes, vous leur demandez d'évaluer une entreprise avec les mêmes chiffres, ils auront des résultats différents, dépendamment de leur sensibilité. Moi, j'essaye toujours d'être conservateur le plus possible. Maintenant, si on a une surprise dans les rapports financiers, tant mieux. Ici, on a découvert que les free cash flow pourraient être plutôt de 18%. D'accord? Mais ça, c'est un 18% hypothétique également. Hein? Parce qu'à la fin de la journée, tant que ce n'est pas le cas, ça reste hypothétique. Donc, elle peut investir massivement dans le futur pendant très très longtemps, ce qui fait que la dette va encore augmenter, ce qui fait que le 985 millions qu'on estime ici aujourd'hui pourrait encore augmenter. D'accord? Et déjà même comme par exemple, elle va dépenser 900 millions entre 2022 et 2026, elle va devoir s'endetter pour le 900 millions. Et quel est l'objectif ici de KKR quand ils rachètent l'entreprise? C'est simple, hein? Ils vont augmenter les marges. Donc actuellement, on a des marges de 18%, ils vont peut-être aller prendre des marges de 20%, par là, 20 à 25%, parce que c'est tout à fait possible avec Inergex. D'accord? Donc, en matière de valorisation, faites très, 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 très attention. D'accord? C'est pour ça que à chaque fois, je vous dis, les marges, telle marge, je prends telle marge par rapport à telle chose. Le revenu, la croissance du revenu, je prends X, je prends ça par rapport à telle chose. Le PER, c'est ça, je le prends par rapport à telle chose. Le nombre d'actions, c'est ça. La dette nette, c'est ça. La qualité du dividende, c'est ça. D'accord? Le but ici est de vous dire où est-ce que je prends tous mes éléments, afin que s'il y a une légère différence, on sait que c'est parce que cet élément-ci est différent. D'accord? Je ne cherche pas à avoir précisément raison, je veux avoir le moins de tort possible. Donc le pire qui puisse m'arriver ici, c'est de ne pas acheter Albioma parce que l'évaluation, j'ai été très très pessimiste par rapport à l'évaluation. Et ce n'est pas grave. Parce qu'à la fin de la journée, j'accumule des connaissances et quand je tombe sur un document pareil, et ça c'est un document à sauvegarder, à lire, ça c'est un cours d'évaluation gratos. Et je dis bien gratuitement. Mais bon, peu de gens vont le lire, beaucoup de gens vont rester sur la perception de valeur, certains vont gagner de l'argent et en se disant que ils ont tellement bien évalué l'entreprise que c'était correct. D'autres également vont gagner de l'argent parce qu'ils ont pris la peine de regarder les chiffres et d'aller en profondeur et ne pas juste se limiter aux états financiers. Parce que tout ce que je dis ici, je suis sûr que si je lis les rapports financiers, je vais tomber sur certains de ces éléments-là, comme par exemple la dépense de maintenance, d'accord, comme par exemple les objectifs du management sur les 5 prochaines années, comme par exemple les objectifs de croissance et également du management. D'accord? Je vais tomber sur tous ces éléments si je cherche. Donc cherchez, fouillez, vous êtes des détectives. D'accord? Donc ici, libre à vous maintenant de dire si je me suis trompé ou pas, mais à la fin de la journée, moi pertinemment, la valorisation que j'ai faite, c'est par rapport à certains éléments que je vous ai présentés. C'est pour ça que quand vous allez prendre la valorisation des analystes, si vous ne savez pas ce qui est inclus dans cette valorisation des analystes, là, ça ne vaut rien du tout. Strictement rien du tout. Donc, il faut toujours aller regarder pourquoi est-ce qu'ils prennent telle ou telle valorisation. Par exemple, vous allez voir ici que les analystes prévoyaient une valeur à peu près de 36 € l'action. D'accord? Actuellement, KKR a payé 50 € l'action. D'accord? Donc, c'est important d'aller lire les chiffres. Si vous ne savez pas ce qui est inclus dans la valorisation des analystes, il n'y a aucune importance dedans. Par rapport à KKR, je sais pourquoi est-ce qu'ils ont pris une valorisation de 50 €. Et en disant 50 €, est-ce qu'eux, ils surpayent? Je pense que derrière, on connaît, parce que ces entreprises, ils ont tendance à augmenter les marges, à faire croître les marges également. Donc, ils vont racheter plusieurs entreprises, ils vont les mettre en une afin de pouvoir générer des économies d'échelle.
D'accord? Soit à la fin de la journée, ça leur permet d'avoir des marges plus élevées. Et c'est ces marges-là qui font généralement leur beurre. Donc, généralement, ils cherchent des rendements de 10% en moyenne. Donc, je vais m'arrêter ici par rapport à Albioma. Donc, allez-y toujours plus loin que les états financiers. Les états financiers, c'est de l'information. Et ces informations n'ont aucune importance si vous ne liez pas cela avec les informations que vous allez trouver dans les rapports financiers qui vous expliquent pourquoi est-ce qu'on a une croissance, pourquoi est-ce qu'on a des marges de X ou de Y. D'accord? Donc, ici, c'est un outil d'aide à la décision. Ça vous permet déjà d'éviter des entreprises qui n'en valent juste pas la peine. D'accord? Il y a des entreprises ici qui, voilà, quand vous les voyez déjà, vous savez que ça ne sert à rien de continuer parce que les revenus sont à zigzag, etc. Quand je regarde Neoen, par exemple, je sais que la croissance des revenus est là. Les marges de free cash flow, elle a des bénéfices nets ici. Et quand je regarde au niveau des marges opérationnelles, elle a des marges opérationnelles de 50%, mais elle n'a pas de les marges nettes sont très dépréciées. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette compagnie-ci. Il faut fouiller. Parce qu'une entreprise qui a des marges de 50%, les marges opérationnelles de 50%, avec des marges nettes inférieures à 10%, il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Soit elle dépense énormément comment on appelle ça? Elle dépense énormément pour les intérêts sur la dette. Donc, ça veut dire qu'elle a une énorme dette, et c'est le cas ici, près de 2,8 milliards. Soit les taxes sont trop élevées. Généralement, ce sont les intérêts ici. C'est généralement les intérêts sur la dette qui sont élevés. Donc, faites très attention par rapport à la valorisation. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et allez toujours plus loin que les chiffres qui sont présentés. D'accord? Et si vous évaluez une entreprise, si vous achetez une entreprise sans vous baser sur les chiffres également, vous vous trompez énormément. D'accord? Donc, il faut toujours aller expliquer tout derrière. Est-ce que ça veut dire que KKR a forcément raison en achetant cette entreprise à 50 €? Je vous dirais que non, pas forcément. Mais au moins, ils vous présentent leurs résultats ici. Pourquoi est-ce qu'ils ont acheté l'entreprise à 50 €? D'accord? Et moi, ici, je vous présente également mes résultats. Pourquoi est-ce que mon raisonnement aurait été différent par rapport aux nouvelles informations que j'ai? D'accord? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.